Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Ravie de vous retrouver en vrai dans les locaux de l'IREMO, puisque c'est la première controverse que j'anime en ce début d'année scolaire. Merci à vous qui êtes en ligne aussi et qui nous suivez. Ravi de voir que le Liban continue à susciter de l'intérêt, même si on en parle un peu moins actuellement. D'autres sujets ont pris le dessus, ce qui n'enlève rien à l'intérêt et à l'importance de ce sujet du Liban. Et nous nous retrouvons, comme vous le savez sûrement, à l'occasion de la sortie du dernier numéro de la revue Moyen-Orient, qui s'intitule « Liban, un État en voie de disparition ». Donc le titre est quand même assez fort. Et nous allons essayer d'en parler avec nos deux invités. Et je dois tout d'abord excuser l'absence de Lama, qui a eu un problème de dernière minute et qui malheureusement ne sera pas avec nous ce soir pour parler de ce thème des universités, qui est un sujet important. Mais malheureusement, elle n'est pas là ce soir. Mais du coup, les deux autres invités auront plus de temps pour s'exprimer et je crois qu'ils ne sont pas mécontents de cette occasion qui leur est donnée de pouvoir avoir un peu plus de temps, parce que parfois c'est un peu frustrant de n'avoir qu'un quart d'heure pour exposer le sujet qui est le leur. Et donc nous allons essayer de parler, d'aborder les difficultés, les crises, devrais-je dire, auxquelles le Liban est confronté, puisque comme vous le savez, le Liban fait face à une crise alors financière, économique, politique, sociale, sécuritaire, enfin toutes les crises possibles et imaginables, et dans un pays qui est quand même laminé maintenant par ces crises. On parlera aussi des mobilisations, parce que Leïla a travaillé sur la question des mobilisations, donc on va profiter de sa présence pour en parler. Et puis on essaiera aussi d'ouvrir un peu la discussion au-delà des deux papiers dont ils sont les auteurs, qui permettent d'aborder un sujet important, le sujet de l'électricité, et le sujet qui sera celui de Leïla sur le phénomène des Baltagia, qui sont ces bras qu'on achète, que les forces politiques utilisent pour réprimer des mouvements de contestation. On essaiera aussi d'ouvrir évidemment cette discussion sur l'actualité, puisque j'imagine que c'est un sujet qui vous intéresse aussi, avec cette vacance du pouvoir, avec le départ de Aoun de la présidence. La question aussi des accords sur le gaz, qui suscite quand même beaucoup de polémiques au Liban même, et qui suscite pour certains beaucoup d'espoir, pour d'autres une certaine méfiance après les déclarations qui ont été celles des acteurs politiques qui se sont engagés dans cette négociation. Autant vous dire que les sujets ne manquent pas pour tenter d'aborder, de cerner ces différentes crises auxquelles le pays est confronté. Alors le titre, je le disais tout à l'heure, un État en voie de disparition, est quand même un terme extrêmement fort qui décrit finalement assez bien aussi l'état de la situation de ce pays. Et quoi de mieux pour commencer cette discussion sur le Liban que de parler du domaine, du secteur de l'électricité, qui est le secteur symbolique, si je puis dire, de la défaillance et de l'état catastrophique dans lequel se trouve ce pays, puisque, comme vous le savez, ce secteur d'électricité est en déshérence totale. Les Libanais ont, dans le meilleur des cas, 2 à 3 heures d'électricité par jour, et je dis bien dans le meilleur des cas. Ce qui oblige les uns et les autres à avoir des abonnements avec des générateurs privés qui coûtent une fortune. Alors maintenant, la dernière solution au Liban consiste à installer des panneaux solaires un peu partout qui sont de qualité tout à fait inégale, beaucoup qui viennent de Chine et qui explosent régulièrement, provoquant même des accidents assez graves pour ceux qui installent ces panneaux solaires dans des conditions plus qu'acrobatiques et qui ne respectent pas évidemment les mesures de sécurité élémentaires. Mais il y a une floraison, il y a tout un trafic évidemment qui s'est mis en place parce que les Libanais n'en peuvent plus de payer non seulement l'abonnement à EDL qui leur fournit rien, mais également l'abonnement au village plus le générateur. Et dans ces conditions, ils peuvent espérer avoir 8 à 10 heures d'électricité par jour. Mais tout ça a un coût considérable sur fond de crise financière, comme vous le savez, absolument catastrophique. Donc, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est important de commencer par aborder ce qu'il en est de ce secteur de l'électricité grâce à la compétence d'Éric Verdeil, qui a écrit donc un article dans ce numéro Moyen-Orient sur ce sujet particulier.
et qui sera une entrée en matière finalement de cette discussion, puisque l'électricité est ce secteur, je le disais, emblématique de la défaillance de cet État, ou de l'absence même carrément d'État dans lequel le pays est plongé. Donc Éric Verdeil, que vous connaissez sûrement, qui est géographe, professeur à Sciences Po, et qui est auteur de l'Atlas du Liban, Les Nouveaux Défis, qui est un atlas qui est sorti en 2016, et qui continue bien évidemment à suivre de très près l'actualité de ce Liban. Et donc, Éric, je vous donne la parole pour, du coup, au moins une vingtaine de minutes, vous avez plus de temps, pour aborder et nous dire ce qu'il en est de ce secteur, de tout ce que ça révèle. Et est-ce que cet accord du gaz est la solution miracle telle qu'elle est présentée par certains Libanais à cette crise de l'électricité? Très bien, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup à l'IREMO pour cette invitation. Je vais essayer de résumer en quelques mots et en quelques minutes le propos de cet article. Je dirais que pour commencer, justement, ce qui est symbolique avec l'électricité et ce lien avec l'État, on peut peut-être partir tout simplement des perceptions populaires. Et très souvent au Liban, on dit à propos de l'électricité, ma fille daoulé, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'État en fait. Il y a une sorte d'équivalence comme ça. Et puis quand l'électricité revient, parce que comme elle est coupée, puis tantôt elle revient, c'est Ejaïd daoulé. Ah, l'État est venu. Ah oui, tiens, c'est pas mal. Donc voilà, ça symbolise un petit peu ce lien particulier et cette crise. Alors cette crise, on peut aussi l'appréhender par l'ampleur de la déconfiture financière que EDL, donc l'électricité du Liban, a accumulé au fil des ans, qui représente, selon certaines estimations, 46% de la dette totale de l'État libanais, l'État libanais qui est aujourd'hui en faillite, qui ne peut plus, qui a fait défaut sur sa dette, plus exactement. Donc évidemment, si la moitié de cette dette est liée à l'électricité, ça nous dit long sur l'ampleur de cette crise et comment la crise de l'électricité mine l'État, participe à cette déconfiture ou à cette disparition de l'État. Alors en même temps, il faut ces chiffres qui sont avancés de manière régulière dans le débat sont aussi contestés par certains. Récemment, il y a eu une étude tout à fait intéressante qui disait mais non, en fait, ce n'est que 29 milliards de dollars qu'a coûté l'EDL, donc ce qui est en fait déjà énorme, bien sûr. C'est un peu moins que ces chiffres. Alors, après, ce qui est intéressant dans cette discussion, c'est aussi de se dire quelle est la part de la mauvaise gestion électrique, mais aussi derrière, quelle est la part de la mauvaise gestion bancaire. Parce que la différence entre les 29 milliards et les 43 ou 46 milliards, c'est les intérêts. Ces intérêts qui sont exorbitants, qui coûtent extrêmement cher, mais qui ont enrichi les banques. Donc autrement dit, ça nous montre aussi qu'à travers cette question de l'électricité, on ne peut pas simplement penser ça a été très mal géré, là les gens d'EDL sont des nuls, etc. Et puis tous les autres attendent que ça s'améliore, qu'on mette enfin des ingénieurs un peu sérieux là. Non, parce que ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est aussi comment, à travers ces liens financiers entre EDL et le système bancaire, toute une catégorie de l'élite a en fait profité, s'est enrichie sur la bête, si je puis dire, et c'est ça qui a tiré le Liban au fond, et c'est ça qui met l'État aujourd'hui en grande difficulté. Donc ça, c'est un petit peu pour commencer. À propos d'EDL, il y a cette dimension symbolique, il y a cette dimension matérielle, il n'y a plus d'électricité, comme ça vient d'être rappelé, il y a cette dimension financière, il y a la corruption qui accompagne tout ça, la corruption quotidienne, les gens qui ne payent pas leurs factures, les travaux qui coûtent extrêmement cher. On peut prendre donc cette question d'électricité de plusieurs manières. Moi, ce que j'ai voulu faire dans cet article, c'est essayer de réfléchir à la lecture géographique qu'on peut faire de la question de l'électricité. Pourquoi ? D'abord parce que je suis géographe, donc je regarde souvent les choses comme ça du point de vue spatial. Et deuxièmement, parce que je pense qu'on a intérêt aussi à lire cette crise de l'État libanais sous cet angle territorial, sous cet angle spatial. On est dans un pays où... on le sait très bien, les forces politiques sont extrêmement territorialisées. On a les chrétiens qui sont dans le mont Liban, on a le Hezbollah qui est au sud et dans la Bekaa, dans la banlieue sud aussi, on a les sunnites qui sont dans les grandes villes, etc. Et donc tout ça pousse pour essayer d'intégrer la dimension territoriale à notre analyse et de se demander finalement en quoi la crise de l'électricité
traduit aussi une crise du territoire donc essayer d'avoir une sorte de supplément dans la lecture, un supplément de sens à travers ces dimensions géographiques. Autrement dit, tout ne se joue pas à Beyrouth et on doit aussi prendre en compte la dimension des régions. Donc c'est un petit peu ce que j'ai voulu faire et à partir de là, je propose 3 manières de lire la crise d'électricité au Liban. La première, c'est justement en lien avec les mécanismes confessionnels et donc territoriaux qui structurent le jeu politique au Liban. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la deuxième grille de lecture, c'est une grille qui plutôt part des inégalités de développement et des inégalités de richesse entre les différentes régions du pays, qui me paraissent être aussi très liées à cette question électrique. J'expliquerai pourquoi, mais globalement, l'électricité, on le pense souvent comme le développement. L'électricité, c'est un moteur de l'accumulation de richesses sur le territoire. Et donc, je pense que on ne peut pas comprendre le Liban avec cette concentration extrêmement forte des richesses à Beyrouth sans penser à ce que l'électricité et la répartition inégale de l'électricité a apporté comme contribution à ça. Et j'expliquerai par quel mécanisme. Puis, troisièmement, quand on pense le Liban c'est un tout petit pays finalement, on doit le replacer dans son contexte régional et donc cette crise d'électricité, elle a aussi des dimensions régionales, notamment du fait que le Liban est totalement dépendant pour la production d'électricité à 95% d'énergies fossiles qui sont importées. C'est du diesel, du pétrole, du fuel, et donc on rentre là dans c'est assez classique finalement quand on parle du Moyen-Orient, mais c'est des problèmes de tuyaux, c'est des problèmes de transport de pétrole et de gaz, et c'est là ce qui va enfin nous amener à la question du gaz en conclusion. Voilà. Alors, bon, premièrement, la dimension confessionnelle, la dimension territoriale confessionnelle du Liban, comment est-ce que ça a accentué ou même, je dirais, mis en branle cette crise de l'électricité libanaise. Donc, pendant la guerre du Liban, évidemment, pendant la guerre civile, entre 1975 et 1990, l'électricité a subi les conséquences, d'une part, des combats, certaines infrastructures ayant été touchées. Deuxièmement, il y a eu beaucoup de déplacements de population, ce qui veut dire aussi que la géographie de la demande d'électricité a changé sur le territoire. On a eu des régions qui se sont vidées, d'autres régions qui ont une population qui a gonflé, donc qui ont consommé plus d'électricité. Or, les infrastructures n'étaient pas suffisantes, et donc ça a créé des problèmes dans ces régions-là. Par exemple, toute la région du nord-est de Beyrouth jusqu'au Kesserwan, une région qui a beaucoup consommé d'électricité, et les infrastructures n'étaient pas là, donc ça créait des problèmes de transport d'électricité, donc des coupures, etc. Puis dans d'autres régions, on a eu des afflux de population, des réfugiés, dans des régions qui n'étaient non plus pas du tout équipées, et ces afflux de population étaient informels, comme dans la banlieue sud de Beyrouth. Et donc là aussi, il y avait des problèmes d'accès à l'électricité, et les gens n'avaient pas d'autre moyen de se connecter que de faire des piquages sur le réseau, du vol. Mais c'est du vol qui en répondait aussi à des nécessités vitales. Donc, ça, c'est le premier élément de dégradation de l'électricité pendant la guerre, en lien avec la nouvelle géographie confessionnelle qui s'est mise en place ou qui s'est accentuée pendant la guerre. Deuxièmement, ce qu'il faut voir aussi avec l'électricité, et on le voit aujourd'hui avec la question de la Russie et de l'Ukraine, c'est que les infrastructures électriques peuvent être des armes dans les combats entre les différentes factions. Et donc, pendant la guerre du Liban, et notamment au début de la guerre du Liban, il se trouve que les centres de répartition de l'électricité étaient plutôt du côté des milices chrétiennes, et elles s'en sont servies à certains moments pour couper la transmission de l'électricité à Beyrouth-Ouest. En réaction, les gens de Beyrouth-Ouest ont organisé des systèmes de secours, et notamment, ils ont construit une ligne entre la centrale de Jiyeh, qui se trouve un petit peu au sud de Beyrouth, et Beyrouth-Ouest, afin quand même de bénéficier d'une électricité pour eux. Donc, cette situation, qui s'est répétée à différents autres moments, est, à mon avis, extrêmement importante, parce que ce que ça veut dire, c'est que sécuriser un territoire milicien ou un territoire communautaire, d'une manière générale, il faut le sécuriser avec les armes, pour empêcher les autres de venir, etc. Il faut fournir un certain nombre de services, etc. Mais parmi ces services, l'électricité, c'est super important. Et donc, je pense que les chefs miliciens
dans la période de la reconstruction et jusqu'à maintenant, ils pensent comme ça. Il faut que j'ai mon électricité. Donc, il faut que j'ai ma centrale et je dois la défendre contre les autres. Et ce qui veut dire que dans toutes les politiques de reconstruction d'après la guerre, ils se sont efforcés d'abord d'avoir des centrales dans leur territoire. Donc, on a construit dans la période de reconstruction des centrales à Tyr, à Baalbek. On a donné une grosse centrale à Der el-Hamar, au nord du Liban, dans une région sunnite. Et donc, les sunnites avaient leur électricité. Puis, il y avait des usines en zone chrétienne. Mais aujourd'hui, par exemple, Gebran Bassil, le chef du courant patriotique libre, donc le gendre du président sortant, il n'a de cesse que de faire construire une centrale à Selahattin, c'est-à-dire juste à côté de Batroun, qui est la région dont il est l'électeur. Et donc là, l'idée, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois de sécuriser cet accès à l'électricité pour les chrétiens, en tout cas les chrétiens de sa zone. Hein. Deux, c'est évidemment aussi de fournir des emplois dans ces usines. Troisièmement, il y a des gens qui vont gagner du terrain, qui ont gagné de l'argent sur les expropriations. Donc on voit là toute une mécanique qui va de la sécurité des territoires à tout un certain nombre d'avantages liés au clientélisme qui sont très importants à prendre en considération. Dernier point que j'ai oublié, qui est un héritage de la guerre civile, c'est que aussi les chefs miliciens ont longtemps protégé, et même continuent jusqu'à aujourd'hui, à protéger une partie des gens qui continuent à accéder à l'électricité de manière gratuite, par le vol, par des fraudes, ou en ne payant pas les factures. Et ce qu'il faut dire ici, d'ailleurs, c'est que cet accès illégal à l'électricité ou ce non-paiement de l'électricité, contrairement à ce qu'on dit souvent, ce n'est pas du tout que les chiites, c'est dans tout le pays que l'on voit ça, et ça va concerner des régions sunnites, des régions chrétiennes et des régions chiites. Et donc c'est une sorte de mécanisme de redistribution de la fidélité communautaire, de la fidélité politique que les partis mettent en œuvre. Et voilà. Tous ces mécanismes, évidemment, jouent un rôle très important dans la situation actuelle. Alors, deuxième clé de lecture, c'est ce que je disais autour de la question des inégalités territoriales. Alors là, qu'est-ce que je veux dire exactement? Premièrement, ce qu'il faut bien rappeler, c'est que si les problèmes de non-paiement et de corruption sont très importants pour comprendre le déficit de l'électricité du Liban, en fait, la principale source du déficit de l'électricité du Liban, c'est le fait que le prix proposé, le prix du kilowattheure qui est proposé, qui a été fixé en 1994 à une époque où le baril valait $20, ce prix est complètement déconnecté du prix réel de revient de l'électricité du Liban. Et donc c'est plus de 50% en fait du déficit de l'EDL qui vient de ce décalage entre le prix qui est fixé et le prix qui devrait être. Donc, autrement dit, ces 50%, c'est une subvention de l'État libanais à EDL, mais au-delà d'EDL, c'est à tous les gens qui vont avoir accès à l'électricité. Quand vous consommez, voilà, vous allumez votre lumière à Beyrouth, en fait, si vous allumez votre lumière 10 minutes, pendant 5 minutes, c'est l'État qui vous a payé votre électricité. En tout cas, ça, c'était la situation jusqu'en 2019. Et pourquoi, ça a l'air d'être un mécanisme, voilà, tout le monde a l'air de pouvoir bénéficier. Pourquoi je dis que c'est territorial? Eh bien, parce qu'en fait, depuis la reconstruction jusqu'à 2019, toutes les régions libanaises n'étaient pas égales devant l'électricité. À Beyrouth, on a eu pendant très longtemps 24 heures d'électricité, et puis plus récemment, dans les années 2010, c'est passé à 21 heures. Mais dans les autres régions, ils n'ont jamais eu 24 heures, et ces derniers temps, même jusqu'en 2019, c'est catastrophique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, l'État est en train d'aider beaucoup plus les gens de Beyrouth que les gens du Hakkar ou les gens du Sud, hein, ou même du Mont-Liban. Et donc, à travers différents calculs, moi j'ai calculé cet avantage dont bénéficient en fait Beyrouth et ses proches banlieues. Et cet avantage, il est lié d'une part au fait que ces régions bénéficient de plus d'électricité en durée, tout simplement, ou en tout cas jusqu'en 2019 c'était le cas, et deuxièmement, le fait que c'est là qu'est concentrée toute la force économique du pays, tous les gens riches du pays, ceux qui consomment beaucoup. Et ces gens-là, plus ils consomment, plus ils sont aidés par l'État libanais.
Et donc ce mécanisme de subvention territorialement inégal, il est extrêmement important. Et c'est ça aussi qui a énormément aggravé le déficit de l'État lié à l'électricité. Et donc vous voyez que là, il y a comment les inégalités de développement et les inégalités de répartition de cette électricité jouent un rôle majeur dans l'aggravation du système. Alors, la question c'est pourquoi est-ce qu'on a continué au fil des années à avantager Beyrouth? À plusieurs reprises dans les dernières années, dans les 10 dernières années, la question a été posée. Et notamment à deux fois, le Conseil des ministres, au début des années 2010-2011, le Conseil des ministres a en fait unanimement refusé de changer l'horaire de distribution d'électricité. Alors pourquoi? Et en fait, cette décision, visiblement, elle était transpartie. Vous savez qu'au Liban, les gouvernements, c'est des gouvernements qu'on dit d'union nationale. Mais en fait, c'est des représentants, une majorité venant des différents groupes politiques qui refusaient la remise en cause de cet avantage beyroutin. Pourquoi? Donc il n'y a pas vraiment de raisons officielles qui ont été avancées. Une des raisons, c'était que ça allait faire trop de pollution par les générateurs dans Beyrouth, parce que les rues sont étroites. Bon, c'est vrai, mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Moi, je pense que ce n'était pas vraiment la vraie raison. Moi, je pense que tout simplement, la vraie raison, c'était que cette situation avantageait toute l'élite libanaise, toute confondue, et que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de remise en cause de ce qui est une inégalité majeure. Et donc, vous voyez que ce déficit de l'électricité du Liban, il est lié aussi vraiment à ces inégalités territoriales et sociales extrêmement fortes sur le territoire libanais. Alors, troisième élément de lecture, c'est la dépendance du Liban aux importations par rapport à donc, les énergies fossiles qui viennent en général par bateau. En tout cas, pendant longtemps, ça n'est venu que par bateau. Vous savez qu'il y a une petite période entre 2009 et 2011 où le Liban a importé du gaz naturel de Syrie. Mais à cause de la reprise des combats, enfin à cause de la guerre en Syrie, ça s'est interrompu en 2011. Et de ce fait, voilà, le Liban importe une énergie chère. En plus, c'est une énergie qui n'est pas très efficace, contrairement au gaz naturel. Ce qu'il faut expliquer, c'est que dans les années 1995-96, les nouvelles centrales qu'on a construites pendant la reconstruction, c'était des centrales qui étaient supposées tourner au gaz. Justement, ce gaz qu'on espérait faire venir de Syrie. Pour plein de raisons, ça a mis du temps à se mettre en place. Mais ces centrales pouvaient switcher, comme on dit, vers le fuel lourd. Sauf que quand le fuel lourd les fait tourner, c'est beaucoup moins efficace et ça coûte plus cher parce que le fuel lourd était pendant longtemps beaucoup plus cher que le gaz naturel. Et donc ça a aussi entraîné l'aggravation du déficit financier et en même temps, ça illustre la dépendance du Liban à ces importations. Depuis 3 ans, et depuis l'effondrement financier du Liban, une des conséquences de cet effondrement financier, c'est que EDL n'a vraiment plus un sou en caisse pour acheter du carburant à l'extérieur. Et donc ça explique l'aggravation récente de la crise. Ils ne peuvent plus acheter, et ils ne peuvent plus acheter ce diesel et ce fuel sur les marchés internationaux, aussi parce que comme la livre libanaise s'est complètement effondrée, ça renchérit énormément les coûts d'importation. Donc on voit là qu'il y a à la fois une dépendance j'allais dire matérielle et physique aux importations, mais il y a aussi une vulnérabilité aux variations des changes et donc à la situation financière du pays qui est extrêmement importante pour comprendre ça. Alors, une des solutions temporaires qui est proposée par le gouvernement libanais en accord avec un certain nombre ou supposément en accord avec un certain nombre de bailleurs internationaux, c'est de dire, bon, maintenant, les Égyptiens produisent du gaz naturel, on va réhabiliter le gazoduc qui passe par la Jordanie et qui fait remonter le gaz jusqu'au nord du Liban. Donc ça va nous faire une première source de carburant. Et puis la deuxième source, c'est que la Jordanie aujourd'hui produit beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop d'électricité, notamment parce qu'ils ont réussi leur transition solaire, et donc plein d'électricité à exporter, et donc on va l'acheter à la Jordanie. Alors, le problème, c'est que dans les deux cas, il faut passer par la Syrie. Et comme vous savez, les Américains ont mis un veto sur les relations économiques avec la Syrie et ils se font un petit peu, disons,
attendre pour qu'on change pour autoriser le passage de l'électricité et du gaz. Et les observateurs pensaient que c'était très largement c'était un peu un élément de chantage pour que les Libanais signent un accord avec les Israéliens sur le gaz libanais. Et donc vous voyez qu'on est en pleine géopolitique, et puis on est en plein marchandage de tapis entre les Libanais, les Israéliens, les Américains et la Banque mondiale, etc. Alors il y a aussi des conditions de la Banque mondiale sur les réformes qu'il faudrait implémenter, etc. Je ne rentre pas dans ces détails. J'en viens juste à ma conclusion, qui est est-ce que finalement le gaz le gaz qu'on va trouver à la frontière au sud entre Israël et le Liban, est-ce que ce gaz permettra de résoudre la question électrique? Alors, le premier problème, c'est que ce gaz, on ne l'a pas encore trouvé. Voilà. Deuxièmement, les estimations qu'il y a actuellement disent que oui, il y a sûrement des gisements, mais que ce sont des gisements qui auront une petite capacité, et que donc les bénéfices que le Liban pourra en retirer sont quand même limités. Et que la classe politique qui a applaudi à l'accord sur le gaz et à l'accord sur la frontière, en disant ça va sauver le pays, exagère tout à fait. Et de toute façon, il va falloir pas mal d'années, certainement minimum 5 ans, si on en trouve, peut-être plus, vu quand même les problèmes assez difficiles, et la faible confiance aussi des investisseurs potentiels, pour venir exploiter ce gaz. Et puis, il y aura encore un autre problème. Ce gaz, une partie pourra peut-être être utilisée pour faire tourner des centrales libanaises et donc fournir un peu d'électricité, mais ce ne sera pas toute la solution. Mais pour que ce soit rentable pour le Liban et pour les compagnies comme Total qui vont exploiter ce gaz, il faudra l'exporter, ce gaz. Et ça veut dire, à qui on l'exporte? Est-ce qu'on l'exporte justement par l'Égypte, en faisant tout le tour, là, sachant que les infrastructures égyptiennes vont aussi, à un moment donné, être saturées? Est-ce qu'on va faire des accords avec les Syriens? 10 ans de négociations, avec les Chypriotes, avec les Turcs. En fait, on est quand même juste au pied de la montagne. Même si on trouve un peu de gaz, on sera au pied de la montagne. Donc, à mon avis, ce n'est pas la solution. Merci beaucoup, Éric, pour cette présentation qui montre évidemment toute la complexité de ces différentes crises évoquées en introduction. Et donc, comment l'électricité, ce secteur d'électricité démontre finalement toute la complexité de cette crise libanaise avec ses différentes composantes telles que vous les avez parfaitement bien expliquées et qui donnent véritablement à comprendre aussi beaucoup mieux les tenants et aboutissants de cette crise. Et on reviendra sur la question du gaz qui vient de cet accord qui vient d'être signé, parce qu'évidemment, vous avez déjà posé un certain nombre de questions et il y en a encore d'autres qui se posent évidemment à la lecture de cet accord. Je vais maintenant demander à Leïla Sera, qui est chercheuse au CAREP, qui est le Centre arabe de recherche et d'études politiques, mais qui est également chercheuse associée au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales, qui, elle, va nous parler donc de ces mobilisations, mais à travers un phénomène qui est tout à fait intéressant et qui est l'objet de son article dans la revue Moyen-Orient, qui est ce phénomène des Baltagias, qui sont donc ces gros bras chargés de réprimer toute contestation politique, phénomène qu'on a vu au Liban, mais qu'on avait vu également en Égypte, vous vous en souvenez peut-être, en Syrie, enfin dans tous les systèmes qui veulent se défendre contre des manifestations, et donc comment mobiliser des gros bras pour arrêter ces contestations. Donc Leïla, écoute, tu as la parole pour une vingtaine de minutes. Merci. Merci beaucoup Agnès. Bonsoir à toutes et à tous. Je tiens aussi à remercier l'IREMO pour son invitation, ainsi que Guillaume Fourmont pour m'avoir invité à contribuer à ce numéro. Je ne sais pas s'il est présent ce soir. Donc ma communication porte sur le mouvement de protestation, donc le soulèvement du 17 octobre 2019, et plus particulièrement sur les mobilisations des habitants d'un quartier péricentral de Beyrouth, qui s'appelle le quartier de Khan al-Rami, qui est un quartier pauvre, majoritairement chiite, qui est aussi le fief du parti Amal dans Beyrouth, et qui a également cette particularité d'être à la fois
au centre et à la marge, c'est-à-dire que c'est un quartier péricentral, hein, il est séparé du centre-ville par le ring, hein, donc cette artère qui symbolise la ligne de démarcation entre l'est et l'ouest de la capitale, mais il est également exclu du centre parce qu'il est composé de populations chiites paupérisées qui sont venues essentiellement du sud du pays et de la Bekaa. Ce qui m'intéresse ce soir, ce n'est pas tant d'expliquer les raisons pour lesquelles les résidents de Khanda El Rami se sont massivement soulevés et mobilisés le 17 octobre 2019. L'étude de ces mobilisations a déjà fait l'objet de plusieurs rapports, comme ceux de Stéphanie Daher, Marie-Noël Abiyari, qui a travaillé également sur ces mobilisations. Des études qui s'inscrivent d'ailleurs dans la continuité d'autres travaux sur les mobilisations de l'été 2015. À l'été 2015, on a notamment des travaux qui nous ont parlé de Khanda El Rami plus précisément et des raisons pour lesquelles les habitants de Khanda se sont mobilisés aux côtés des autres Libanais. Donc on a le rapport de Carole Kerbaj, on a aussi les travaux de Rouba Wahbe qui s'est, elle, précisément intéressée à Khanda de près et qui est la meilleure connaisseuse de ce quartier. Donc ces différentes études, en 2019 comme en 2015, nous montrent que ces mobilisations sont transpartisanes, nous montrent dans les deux cas que les habitants de Khanda ont participé à ces mobilisations sans connaissance ni autorisation préalable de leur leadership, ce qui témoigne donc d'un écart grandissant entre les leaders et leurs partisans. Dans les deux cas, les mobilisations témoignent aussi d'un destin commun à tous les Libanais qui subissent donc l'injustice d'une situation économique dégradée, des demandes d'eau, d'accès à l'eau, à l'électricité, hein, qui souffrent tous d'opportunités professionnelles, du manque d'opportunités, en raison notamment de la restriction d'accès aux services publics, mais aussi de cette culture de la wasta, qui prédomine, y compris au sein des chiites. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est moins d'expliquer les raisons pour lesquelles les résidents de ce quartier se sont mobilisés que d'expliquer pourquoi ils se sont assez vite démobilisés et pourquoi ils ont ensuite très vite participé à la répression au point de devenir quasiment les principales figures de la contre-révolution à Beyrouth. Donc pour répondre à cette question, pourquoi ils se sont démobilisés, pourquoi ils ont ensuite frappé les manifestants, on peut s'en remettre à une thèse consensuelle qui est partagée par de nombreux Libanais, beaucoup dans les rangs des manifestants, par des analystes aussi politiques qui interprètent cette répression comme le résultat d'une délégation de la violence. Donc une délégation de la force de la part du pouvoir qui aurait engagé donc cette forme de répression indirecte. Et pour justement stigmatiser cette complicité de l'État, on a dans un terme, une expression au Liban qui les désigne comme les mercenaires du pouvoir, Baltagia tel Sulta. Donc on parle de justement associer Baltagia à Sulta. Ça montre bien qu'en fait il y a cette idée que ce sont des mercenaires qui sont directement recrutés par l'État. Donc le Baltagia, c'est un terme, donc le Baltagia évidemment péjoratif, qui sert à caractériser ces agents en civil qui seraient chargés donc de réprimer toute forme de contestation politique parallèlement aux forces de police et à l'armée. Et donc derrière ce terme, on a bien l'idée d'une instrumentalisation. Ces jeunes gens à Khanda seraient tous manipulés par leur chef, Nabi Berri, qui est donc le chef d'Amal et qui est aussi le président du Parlement libanais. Mon objectif ici, ce n'est pas tant d'affirmer que cette thèse est complètement erronée, mais c'est plutôt de montrer que cette interprétation commune d'un Baltaji instrumentalisé est extrêmement limitée. Elle est limitée d'abord parce qu'elle tombe dans l'écueil d'une vision structuraliste du pouvoir,
une vision structuraliste qui oppose en fait les tenants du pouvoir à une population qui serait toute majoritairement mobilisée contre le pouvoir et évidemment la délégation de la violence à des groupes privés comme fondement d'une répression de l'État est encore plus problématique dans un pays divisé comme le Liban puisque on n'a pas un pouvoir mais des régimes de pouvoir et différents leaders de communautés qui sont tous en conflit permanent pour la défense de leurs intérêts propres et donc supposer dans ce cadre-là que la force est déléguée fait trop vite l'économie d'une réflexion sur les relations entre les titulaires de la force, les titulaires du pouvoir et les modalités de l'exercice de la force. L'autre problème que pose cette lecture du Baltaji instrumentalisé, c'est l'idée selon laquelle ces acteurs ne seraient pas du tout autonomes. Donc elle enlève toute forme d'autonomie de ces acteurs et c'est une vision entièrement surplombante du pouvoir et de l'opposition et du pouvoir et des mercenaires qui agiraient à la solde du pouvoir. C'est-à-dire que ces acteurs seraient toujours dépendants de directives qui seraient toujours impulsées par le haut. Donc envisager les démobilisations et la répression comme de simples réponses à des ordres qui viendraient d'en haut et je pense une lecture assez simpliste qu'il faudrait complexifier sans complètement l'invalider évidemment. Donc, pour dire deux mots sur le terrain de recherche et l'entrée à Khanda, j'ai mené quelques entretiens à Khanda al-Rami et l'entrée dans le quartier a été rendue possible par un contact policier. Et c'est peut-être important de le mentionner ici puisque certains des membres, enfin des présumés Baltaji sont des membres des appareils de sécurité. Et j'avais travaillé sur la police libanaise sur différents terrains avant de m'intéresser à Khanda. Et donc c'est par ce terrain policier que j'ai pu entrer dans le quartier. Alors, mon premier interlocuteur, j'anonymise bien sûr les noms, Hussein, disons, c'est une figure très connue à Khanda. Il est issu d'une famille qui est une famille proche de Nabi Berri, qui vient du même village que lui, donc Tebnin. Son père a été un proche garde du corps, on va dire, de Nabi Berri déjà. Et il est responsable d'une rue à Khanda où il détient un café. Donc le café est aussi un lieu important puisque c'est le lieu de toutes les, on va dire, convivialités qui se passent entre les différents membres de ce quartier. Alors parallèlement à Hussein, j'ai aussi réalisé des entretiens avec d'autres jeunes présumés Baltaji, Hassan, et Moussa, on va dire, j'ai trois profils types, Hassan et Moussa, et disons ces trois profils sont à la fois semblables et dissemblables. Semblables parce que Hussein et Hassan sont tous les deux des hommes en armes en fait. L'un, comme je le disais, Hussein est membre des appareils de sécurité dits publics puisqu'il est membre de la police du Parlement. Et l'autre est plutôt membre d'un appareil que je dirais privé puisqu'il est garde du corps d'un cadre d'Amal dans le quartier. Et en fait, cette distinction que je fais là, elle est évidemment que théorique entre le public et le privé, puisque, comme vous le savez peut-être, la police du Parlement est contrôlée par Nabi Berri, qui est donc chef du Parlement, mais qui est aussi un chef de milice. Donc, cette police n'est évidemment publique que par le nom, quoi. Donc ces personnages qui sont présumés, assimilés à des Baltaji, sont aussi dissemblables parce qu'il y a de fortes disparités socio-économiques entre eux. Hassan et Hussein disposent donc d'une proximité avec l'élite dirigeante d'Amal, donc ce qui leur permet d'avoir au moins de jouir de certains bénéfices matériel, alors que Moussa, mon troisième interlocuteur, qui est lui tout jeune, sans emploi, né dans les années 2000, est sans emploi, donc il connaît une situation extrêmement précaire. Je vais donc organiser mon propos en deux parties, vous parler d'abord des logiques de démobilisation, puis ensuite des logiques de répression. Alors, la démobilisation, pourquoi ? Comment saisir ces logiques ? Pourquoi est-ce qu'ils avaient massivement participé au soulèvement le 17 octobre ? Pourquoi ils se retirent ?
Le discours commun libanais consiste à dire que leur démobilisation est tout simplement le résultat d'une demande formulée par Hassan Nasrallah le 25 octobre, dans son fameux discours du 25 octobre. Une lecture qui n'est pas entièrement fausse et qui est d'ailleurs revendiquée par mes interlocuteurs eux-mêmes qui font référence à ce discours en disant le 25 octobre, il y a eu une réunion au sommet et on nous a dit soit vous sortez de la rue, soit c'est le pays entier qui deviendra la rue. Pourtant, c'est quand même une explication qui peine à convaincre, puisque en fait, elle fait complètement l'impasse sur la complexité des logiques de retrait, puisque en fait, bien avant le 25 octobre, la plupart des habitants de ces jeunes de Khanda s'étaient déjà retirés de la foule. Alors, il y a eu certes un premier discours de Nasrallah du 19, daté du 19 octobre, mais dans ce discours du 19 octobre, Nasrallah n'avait donné aucune consigne à ses partisans. Alors même qu'il n'avait donné aucune consigne, la plupart des résidents de Khanda s'étaient déjà retirés des mobilisations. Donc comment, dès lors, comprendre ces retraits ? Alors les discours des résidents de Khanda sont unanimes. Ils disent tous que en fait, l'élan initial de la contestation, c'était contre toutes les élites dirigeantes. Tous, ça veut dire tous, donc on connaît ce slogan, et que dès le 3e jour, progressivement, en fait, les slogans se seraient dirigés uniquement contre les leaders chiites, Nasrallah, Nabi Berri, et qu'ils auraient épargné tous les autres leaders, Gibran Bassil complètement épargné, donc le ministre des Affaires étrangères et le gendre du président. Et c'est cette version qui prédomine au sein du quartier, qui justifie leur retrait. Alors ils disent, les 3 premiers jours de la Révolution, tout le monde est descendu, tous les manifestants appelaient à la démission de l'ensemble des élites communautaires, les rues étaient pleines, puis à partir du 4e jour, nous sommes descendus et avons entendu les insultes uniquement dirigées contre Hassan Nasrallah et la communauté chiite. Alors, on pourrait dire que ces discours sont fantasmagoriques, mais il y a d'autres sources qui sont complètement indépendantes, qui partagent en fait ce sentiment selon lequel, au 3e jour de la mobilisation, il y a eu un tournant cognitif dans la mobilisation, puisque en fait, parallèlement à ces insultes qui auraient donc complètement épargné Gibran Bassil, Samir Jarja et autres, les forces politiques ont aussi donné l'impression, avec la démission du Premier ministre, avec le ralliement des forces libanaises dans la foule, donné l'impression en fait que le Hirak n'était plus ce qu'il était, puisque en fait les partis anciennement, il y a eu ce qu'on appelait aussi, ce que beaucoup ont appelé des arrivistes, qui étaient des partis, des membres anciennement liés à des partis qui se sont ensuite introduits dans la mobilisation, et que quand bien même les membres, les principaux les manifestants disaient sortez des rangs, nous ne voulons pas de vous. Il n'empêche que leur ralliement a quand même eu un impact sur la mobilisation, et c'est ça qui explique en partie pourquoi les habitants de Khanda se sont très vite démobilisés. On a aussi quelque chose d'extrêmement important, je pense, et qui rejoint beaucoup de travaux qui parlent des mobilisations, c'est l'antériorité et le souvenir, c'est-à-dire comment, en fait, ce qui s'est joué en 2015, à l'été 2015, lors de la crise des ordures, rejoue en 2019, et que, en fait, les habitants de Khanda ont été déjà exclus une première fois en 2015, et ils se sentent donc de nouveau exclus, donc c'est une expérience vécue qui a été vécue comme évidemment un traumatisme par une partie de ces jeunes, et qui se rejoue en 2015. En 2019, en 2015, il y a eu quelque chose de très fort qui a participé à l'échec aussi du mouvement social. C'était une division au sein des manifestants entre ce qu'on appelle disons la frange libérale des protestataires et la frange plus à gauche, qui se sont divisés clairement sur la participation des classes populaires, et notamment sur la participation des jeunes de Khanda. Et le mouvement Yousting, donc Vous Pluez, s'est clairement opposé à la participation des jeunes de Khanda, les a stigmatisés pour leur
on va dire, utilisation de la violence contre les forces de l'ordre, etc. Et ont préféré en fait se démarquer et même exclure physiquement même de l'espace protestataire les jeunes de Khanda. Donc cette exclusion a joué un rôle extrêmement important. Rouba Wahbe d'ailleurs, qui travaille sur Khanda, l'avait déjà montré dans un papier sur 2015. Et en fait, donc, le soulèvement de 2019 rejoue un scénario similaire, puisque après la mobilisation massive, les résidents de Khanda se sont vus disqualifiés, stigmatisés et condamnés à nouveau pour leur usage de la violence jugée non conforme au cadre pacifique de la protestation imposée par une partie des militants libéraux. Donc dans les discours, les habitants de Khanda ne cessent de déplorer en fait ces images dépréciatives qui circulent et qui les assimilent aux banlieusards. Et aux banlieusards, quand ils disent les habitants de Dahieh, ils disent nous n'en pouvons plus, nous ne voulons pas être assimilés. Donc en fait, ils participent eux-mêmes à Khanda à véhiculer en fait des stéréotypes et des images dépréciatives des jeunes de la banlieue sud, mais ils ne veulent pas être assimilés à la Dahieh et ils ne cessent de revendiquer leur appartenance beyroutine. En 2015, leur participation, et ça c'est Carole Kerbach qui le montre dans son rapport, leur participation lors de la crise des déchets avait conduit à des sanctions. Donc, comme je le disais, leur participation avait été spontanée et pas du tout. Donc, les leaders chiites n'étaient pas, avaient été en fait débordés aussi, comme ils l'ont été en 2019. Mais ils ont été en partie sanctionnés. Certains ont perdu leur emploi, d'autres ont dû émigrer à l'étranger. Et c'est potentiellement la crainte de représailles qui a pu aussi jouer un rôle dans cette démobilisation. Mais comme j'ai essayé de le montrer, c'est aussi leur démobilisation est aussi un symptôme du hirak et son incapacité à transformer une mobilisation contre des leaders communautaires en une libération du confessionnalisme politique. Donc je passe maintenant à ma deuxième partie qui concerne donc les logiques de la répression, le passage à l'acte violent. Comme pour la logique de retrait, le passage à la violence est en partie lié à des injonctions. C'est pas du tout, mon propos, c'est pas du tout de nier complètement cette réalité. Et d'ailleurs, les résidents de Khanda ne font pas non plus complètement abstraction de ça. Et notamment pour parler de l'attaque du 29 octobre, qui était justement le jour de la démission du Premier ministre Saad Hariri, ils évoquent en fait clairement les 30 minutes qui leur auraient été données, qui leur ont été données pour saccager les tentes et descendre vers le centre-ville pour frapper les manifestants. Alors on pourrait tout à fait se dire que, par exemple, pour les profils comme Hassan et Hussein, une telle logique de passage à la violence contre les manifestants pourrait s'expliquer par le fait qu'ils bénéficient de rétributions matérielles, ils sont tous les deux, ils ont des emplois, l'un privé, l'autre public, en tout cas ils bénéficient du salaire, et Hussein, en l'occurrence en octobre 2019, bénéficie toujours d'un salaire qui est de l'ordre de $800 par mois, puisqu'on est avant les dévaluations successives et la dépréciation de la livre, qui fait qu'il a toujours son salaire qui lui permet en tout cas de vivre convenablement, même assez bien en fait. Alors, ceci étant, cette logique de cette lecture en termes de rétribution ne suffit pas, je crois, à expliquer le passage à l'acte violent. D'abord parce qu'elle ne permet pas, par exemple, d'expliquer pourquoi Moussa, qui lui n'a rien, pourquoi il va se mobiliser et descendre, détruire les tentes et affronter les manifestants. Donc, cette analyse en termes d'instrumentalisation, qui considère donc toujours ces jeunes comme des pions, elle ne prend pas non plus en compte l'éventualité que ces jeunes aient envie, en fait, finalement, de descendre par eux-mêmes et qu'ils aient leur propre raison de s'en prendre aux manifestants.
Donc c'est un peu cette hypothèse de l'autonomie que j'ai essayé de montrer pour la logique de retrait, que j'essaye de montrer à nouveau pour ce qui est du passage à l'acte violent. Et cette logique autonome, elle trouve son expression dans les logiques de quartier, dans l'espace de la confrontation et dans le ring dont je vous parlais tout à l'heure, qui sépare donc Randa du reste du centre-ville. Parce que le ring, il y a évidemment la charge historique qu'on connaît, mais c'est aussi donc un marqueur physique qui en fait a pour les habitants de Randa, les manifestations, donc une partie qui se sont tenues sur le ring, ont empêché les habitants de Randa d'accéder à leur quartier. Donc il y a tout un discours qui consiste à dire qu'on nous a bloqué l'accès au quartier, que les protestations sur le ring nous ont fermés, nous ont même empêchés de rentrer chez nous, ou nous ont retardés dans les départs le matin pour aller au travail, avec beaucoup de discours qui consistent dans des termes presque classistes, qui consistent à dire bon, ces révolutionnaires, peut-être eux peuvent se permettre de ne pas aller travailler, mais nous, on ne peut pas se permettre ça, et on nous a bloqués, on nous a empêchés de rentrer chez nous. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le deuxième, le ring, c'est aussi donc l'incarnation d'une frontière physique, une frontière sociale, mais aussi une frontière, je dirais, une frontière de la mondialisation, puisqu'en fait, c'est aussi on va dire les pratiques et le répertoire d'action des protestataires sur le ring qui est contesté. Il est contesté parce qu'il ne correspond pas du tout en fait, au répertoire d'action des habitants de Randa. Essentiellement, qu'est-ce qui s'est passé sur le ring? Du yoga. Alors, les jeunes manifestants ont fait beaucoup de yoga, ce qui déplaisait fortement aux jeunes de Randa. Torse nu, avec des tatouages, enfin toutes sortes voilà, une fracture, on dirait, en plus d'être socio-économique, elle est clairement quelque part culturelle, même si j'aime pas trop ce mot-là. Et quelque part, on peut dire que c'est le ring, pour ces multiples raisons, qui explique pourquoi ces acteurs, en fait, par la violence, ont cherché à inverser ces logiques de stigmate. Et en fait, à plusieurs reprises, les interlocuteurs ont parlé donc, de ces pratiques, de ces pratiques débridées. Ils ont aussi stigmatisé beaucoup les fêtes dans l'œuf, vous savez, le vieux cinéma. C'est revenu beaucoup dans les discours, et le fait que ces jeunes révolutionnaires seraient toujours sous drogue et qu'ils seraient là que pour faire la fête, etc. C'est évidemment c'est ce type de discours à prendre avec beaucoup de distance, mais je pense que c'est quand même important de les situer parce qu'ils disent quelque chose de ces acteurs qui se positionnent comme des agents de contrôle social, en fait. Des agents de contrôle social et qui, finalement, les assimilent à ce que sur d'autres terrains, on peut appeler des vigilants, c'est-à-dire qu'ils sont là pour maintenir un ordre, garantir un ordre physique, mais aussi un ordre social et la protection des mœurs, en fait. Et faire appel à cette notion de vigilant, ça implique, si on essaye d'inscrire ces pratiques dans une histoire plus longue, finalement de les inscrire dans les trajectoires des Abadayat, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans le papier, qui sont donc ces sortes de cheffaillons de rue, qui sont à la fois des acteurs urbains, mais des acteurs aussi ruraux, qui faisaient régner l'ordre au XIXe siècle, et qui s'adonnaient à des pratiques violentes pour faire fonctionner leur commerce de contrebande, et qui, en échange, obtenaient une protection de leur patron. Et c'est bien, en fait, cet échange entre Zaïm et Abadaï qui fait que le Abadaï, en fait, est là pour assurer les réseaux de clientèle du Zaïm dans le quartier, et en échange, il obtient une sorte de protection de la part du Zaïm, parce que, alors, il faut savoir que ce n'est pas n'importe quel Zaïm qui peut s'offrir des Abadayat, puisque en l'occurrence, c'est un Zaïm qui doit avoir des entrées au sein des appareils de sécurité pour pouvoir protéger son Abadaï. Donc, si on a suffisamment de connexion avec les appareils de sécurité, on peut offrir une garantie au Abadaï qui peut continuer ce service de contrebande sans
sans craindre des arrestations policières, et en échange assurer sa loyauté aux Zaïm et lui assurer évidemment en période électorale tout ce le nécessaire pour se voir réélu. Donc c'est toute cette logique en fait qui a été très bien décrite par Michael Johnson dans son ouvrage Class and Client in Beirut, mais lui qui parlait des sunnites, mais qui peut tout à fait être transféré en fait sur ce terrain chiite et qui, puisqu'en fait, justement, comme je le montrais, cette logique en fait de relation au maintien de l'ordre et aux relations aux forces publiques de sécurité est extrêmement importante pour comprendre en fait ce qui se joue au sein du quartier, puisqu'il y a une porosité des liens déjà entre on l'a appelé le Baltaji, mais disons que ici, je lui préfère l'appellation Abadaï, entre l'Abadaï qui est à la fois un jeune homme qui passera à l'acte violent habillé civilement, mais qui peut aussi devenir un agent des forces de sécurité publique. Et sur d'autres terrains, au Moyen-Orient, ailleurs, et en Turquie, ça a été très bien montré qu'en fait, il y a une grande porosité des liens entre la police et ces hommes-là. Et donc, finalement, pour terminer, je dirais que dans mon terrain, j'ai aussi pu rendre compte donc, de cette porosité, mais aussi du fait que la police, enfin cette garantie d'être protégée de toute arrestation policière compte évidemment beaucoup pour comprendre ces mobilisations des jeunes de Khanda, puisque s'ils se sont retirés largement à partir du 20 octobre, certains évidemment voulaient redescendre, puisqu'on sait que sur une temporalité plus longue, là je m'arrête sur les premiers jours du soulèvement, mais sur une temporalité plus longue, on sait que évidemment certains jeunes avaient envie, des velléités de redescendre, mais qu'ils ont en fait été contrôlés par les plus gros bras de leur quartier qui les ont empêchés de descendre en leur disant « si tu descends et que tu te fais attraper par la police, tu ne seras pas protégé, tu resteras arrêté ». Et donc j'ai beaucoup de témoignages de jeunes qui m'ont dit « mon cousin est descendu, il n'avait pas le droit de descendre ». Et en fait, il s'est fait arrêter par la police. Il est resté 1 mois avec les FSI, puisqu'il n'a pas pu bénéficier justement de cette protection des élites, puisqu'il est descendu sans autorisation. Voilà, donc je terminerai là-dessus. Je crois que j'étais suffisamment longue. Pardon. Merci beaucoup Leïla, c'était effectivement très intéressant d'avoir ce regard sur ce quartier, cette monographie de ce quartier et du coup une explication, en tous les cas une analyse très fine de ce mouvement qu'on a beaucoup idéalisé aussi, hein, quand on a vu ce mouvement à Beyrouth avec ces slogans, colonnes, c'est-à-dire tout le monde, avec cette volonté de faire dégager toute cette classe politique. Mais l'analyse fine, effectivement, de ce quartier donne à comprendre que ça a été bien plus compliqué et qui donne aussi à comprendre que ce mouvement, effectivement, s'est arrêté, même si après, il y a eu d'autres vagues après les quelques jours, mais qui, aujourd'hui, est quand même ce mouvement considéré par certains dans une impasse ou, en tous les cas, n'arrive plus à remobiliser. Éric, vous voulez peut-être ajouter, parce que vous avez travaillé aussi un peu sur ces mobilisations, est-ce que, du coup, ça incite de votre part une volonté de continuer la discussion sur le thème avant de vous laisser la parole ? Oui, alors moi, je ne dirais pas que j'ai travaillé sur ces questions-là, mais en revanche, je trouve que la présentation très éclairante que vient de faire Leïla me suscite une question qui renvoie en fait à l'analyse qu'on peut faire de ces mobilisations de la Sahara de 2019 et de leur transversalité sociale. Dans le numéro de Moyen-Orient, il y a un article très intéressant de Pierre France qui analyse les musiques, et notamment les musiques de la Révolution. Donc c'est tout à fait passionnant aussi, parce qu'il prête attention à un registre de l'ambiance finalement de la Révolution qui a attiré à un moment donné l'attention des médias aussi avec la dimension graphique, mais je pense que généralement on ne le prend pas assez en compte quand on analyse ce qui s'est passé sur le plan politique. On fait un peu comme si c'était du folklore. Et, dans cette analyse des musiques, il montre notamment le rôle des femmes, des jeunes femmes, qu'elles soient pour beaucoup étudiantes ou qu'elles appartiennent à d'autres milieux. Donc, il insiste sur cette caractéristique de ces mouvements où les femmes ont joué un rôle très très important. Et bon, si Lama Kabanji avait été avec nous, elle aurait
présenté donc son travail sur les universités et comment les universités subissent de plein fouet l'effet de la crise. Et on sait qu'au Liban, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays arabes, la population étudiante est majoritairement une population de jeunes femmes. Et alors du coup, ma question, vu cette importante présence des jeunes femmes dans les mouvements révolutionnaires, me fait poser la question à Leïla de quel rôle ont joué les jeunes femmes de Rwanda dans cette mobilisation, dans cette démobilisation, éventuellement dans cette répression, puisque là on a parlé que de 3 hommes qui ont été au centre visiblement de l'enquête. Y a-t-il eu aussi une enquête auprès de femmes, de jeunes femmes, ou de femmes plus âgées d'ailleurs, qui aussi ne partageraient pas les raisons de ces différentes actions qui ont été menées? Oui, merci beaucoup Eric pour cette question. Moi, dans le quartier, je n'ai pas mené d'entretien avec des femmes, puisque en fait, j'étais essentiellement dans ce café dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est vrai que en fait, ce café m'a permis, on va dire, de ne pas déambuler dans le quartier, alors même que c'est quand même un quartier ultra conservateur où finalement on ne rentre pas comme ça à Rwanda. Et dans ce quartier, il n'y a évidemment pas de femmes. Dans ce café, pardon. Donc voilà, les femmes circulent, mais elles ne s'assoient pas au café. Et donc c'était le lieu où je pouvais mener des entretiens. Donc je n'ai pas mené d'entretien avec des femmes. Mais pour répondre à votre question, j'ai quand même donc suivi sur un temps relativement long ce qui s'est passé à Rwanda, sans nécessairement mener des entretiens quotidiens. Et il s'est passé quelque chose d'intéressant qui était la marche des femmes et une sorte de réconciliation par les femmes qui s'est jouée à Rwanda, justement. L'idée, c'était en fait de réunir des femmes de Rwanda et de Ashrafiyé pour expliquer, comme je le disais tout à l'heure, les élites finalement d'Amal, du quartier, ont essentiellement cherché à montrer que voilà, le quartier de Rwanda, c'est un quartier béroutin. Les habitants de Rwanda n'ont rien à voir avec voilà, les jeunes de la banlieue sud de Beyrouth qui, eux, sont, pour, on va dire, les gens de Rwanda, des gens peu fréquentables. Et qu'ils ont essayé justement de voilà, montrer cette image positive du quartier, cette image donc, de Beyroutin, proche des autres communautés. Et l'organisation de cette journée de la femme était clairement une sorte de, voilà, on va dire un branding pour le quartier, en fait. C'était clairement ça. Et elle a suscité des désapprobations au sein du quartier par justement certains de mes interlocuteurs, comme ce fameux Hussein, qui n'était pas du tout content que cette marche se déroule dans son quartier. Parce que, voilà, il y a eu toute une... C'était cérémonial, avec des fleurs, des roses, et puis c'était presque, je veux dire, c'était caricatural comme approche. Et lui était assez mécontent de ça, parce que, voilà, il y a une femme qui l'a bousculé, une femme qui venait d'Ashrafiyé qui l'a bousculé, qui lui a dit « rentre chez toi, retourne dans ton café ». Lui n'était pas du tout content, puisque c'est son café, c'est sa rue. Et donc ça s'est mal passé, si on regarde, évidemment, encore une fois, de très près les logiques du quartier. Après, on peut regarder d'un peu moins près, et c'est vrai que quand on regarde d'un peu moins près, on se dit, bon, c'est quand même une marche intéressante, elle nous dit des choses sur justement les logiques d'Amal dans le quartier, et sur ce que voilà, les élites du parti ont voulu montrer dès le mois de novembre en fait, 2019, justement, aller à l'encontre de cette image de stigmate et de stigmatisation de Rwanda. Donc je pense que cette journée de la femme est intéressante. Et après, sur le caractère genré aussi de la répression, il y a des choses aussi à dire, puisqu'on a aussi accusé ces présumés Baltagi de s'en prendre aux femmes. Et ça a été aussi beaucoup relayé sur les réseaux sociaux en disant « regardez ces animaux, en gros, ils
viennent frapper des femmes. Ce sont des hommes suffisamment costauds pour venir attaquer des femmes. Comment osent-ils toucher à une femme? Et ça a été, alors que ce n'était pas vraiment le cas. Peut-être que l'un d'entre eux, on a vu des images, a poussé une femme, etc. Mais les femmes n'étaient pas visées prioritairement, on va dire. Mais sur les réseaux sociaux, c'est évidemment ça qu'on a publicisé en premier lieu pour encore une fois, faire rejouer le stigmate. Ce n'est pas du tout pour dire que ce sont d'adorables jeunes hommes, mais voilà, c'est juste pour répondre à votre question. Et enfin, je dirais pour la police du Parlement, c'est aussi intéressant parce qu'ils ont leurs femmes. Ils ont leurs femmes qui sont habillées en noir, il y a écrit donc police du Parlement, et elles s'occupent des femmes. Et pour le coup, là, du coup, c'est encore plus intéressant parce qu'on se dit, là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre institutionnel, ou en tout cas du côté de la force du police du Parlement, donc de Nabi Berri, de créer sa force de police. On sait que depuis 2005, il y a beaucoup de femmes qui sont recrutées au sein des FSI, dans les commissariats, parce que, comme ailleurs, dans la police, c'est bien d'avoir des femmes, parce que justement, ça permet de faire d'améliorer l'image de la police. Donc ça, c'est très important, mais aussi pour la police du Parlement, et elles sont en civil. Et elles ont été accusées de frapper violemment des femmes protestataires. Merci beaucoup pour ces éléments complémentaires. Alors maintenant, je vous propose de vous donner la parole. Je suis sûre que vous avez des questions. Gianni, tu me diras s'il y a des questions en ligne. Pas encore. Alors, vous qui êtes ici présent, vous avez du coup la priorité. Allez-y. Question à Eric Verdeil. C'est à propos des gisements qu'on a trouvés en Méditerranée. Je crois que ça crée aussi des tensions avec Israël, non, en ce moment? Alors, parce qu'il y a un problème de territoire, ils se disputent. Oui, alors donc effectivement, l'enjeu de l'accord qui vient d'avoir lieu, qui vient d'être signé, ou on va dire contre-signé séparément par chacun des deux gouvernements ou des autorités, visait précisément à rendre possible une exploitation dans une zone qui était controversée, et donc permettre une exploitation sans action militaire, puisque en fait, concrètement, depuis 2007, les Libanais se sont mis d'accord avec les Chypriotes sur un tracé, qui, je crois qu'on appelle la ligne 01, et puis en fait, il s'est avéré que les Libanais avaient été très légers dans leur traitement de ce dossier, et qu'en réalité, ils avaient certainement le droit d'avoir beaucoup plus, mais les Israéliens se sont empressés de tirer prétexte de cet accord avec les Chypriotes pour dire « Ah bah oui, nous, on va jusque-là ». Et depuis 2007, les Libanais ont multiplié les études pour dire qu'en fait, ils avaient droit à plus, etc. Et donc, il y a eu une sorte de surenchère des négociations. Et en plus, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à trouver des gisements, et les Israéliens ont eu plusieurs gisements qui étaient dans leur zone, mais il y a certains de ces gisements qui ont été identifiés, qui étaient justement dans la zone controversée. Et donc, les Israéliens disaient, on veut les exploiter, et depuis la guerre en Ukraine, d'autant plus que le besoin de gaz d'Europe était très, très fort, et à ce moment-là, le Hezbollah a dit, si vous exploitez à cet endroit-là, on va vous bombarder. Donc les Israéliens ont dit, si vous faites ça, nous allons mettre le Liban à plat. Bref, il y a eu une sorte de montée des enchères. Et donc l'accord a permis finalement pour l'instant en tout cas, de régler cette tension en autorisant en fait les Libanais à exploiter un gisement qui en fait se trouve en partie dans la partie qui est attribuée au Liban, mais qui se prolonge dans la partie attribuée à Israël, et donc c'est quand même un truc incroyable. Les Libanais vont pomper du gaz qui en fait est dans la zone israélienne. Alors, les Libanais disent, voilà, c'est notre gaz, on a le droit de l'exploiter, etc. Alors en fait, il se trouve que dans l'accord qui a été publié, il apparaît que Total va payer le gouvernement israélien pour ce gaz qui viendra en partie d'Israël. Et donc, in fine, quelque part, c'est autant d'argent de moins pour le trésor libanais. Mais c'est une nouvelle source de perte financière mais qui n'est pas reconnue en tant que telle par le gouvernement libanais. À propos des mercenaires, là, je ne me souviens plus du nom.
Baltaji. Oui, ils sont tous du parti Amal ou je n'ai pas bien compris là. Alors ceux du quartier ceux qui sont à Khanda El Rami, ils sont, on va dire, tous de Amal, puisque c'est le bastion de Amal dans Beyrouth, Khanda. Mais il y a quand même une rue à Khanda qui est Hezbollah. Donc il va y avoir voilà, Hezbollah. Donc voilà, il y a notamment on va dire le jeune homme qui est descendu brûler le point. Vous savez, ils ont installé donc les révolutionnaires à un point avec écrit Saoura sur la place des martyrs, qui symbolise donc la révolution. Ce point a été érigé plusieurs fois parce qu'il a été détruit, il a été brûlé en fait par un jeune homme qui était descendu du quartier de Khanda et qui lui serait plutôt d'obédience Hezbollah. Voilà. Pour Madame Leila, juste une toute petite question sur une définition. Vous avez parlé de la wasta en début de présentation. Est-ce que vous pouvez préciser de ce dont il s'agit, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, pardon, j'ai oublié de le faire. La wasta, en fait, on peut traduire ça par piston. En fait, c'est l'interférence pour parvenir à un quelconque intérêt. Souvent, par exemple, pour avoir une fonction, on est candidat à tel ou tel poste. Par exemple, dans la police, il y a une culture de la wasta qui est très importante parce que, en fait, vous avez, comme dans d'autres institutions, l'administration libanaise, des quotas entre 50% de musulmans et 50% de chrétiens. Donc, évidemment, c'est complètement inégalitaire. Mais vous pouvez aussi, on vous dit, il y a ces quotas, mais ensuite, à côté, parallèlement, il y a le fonctionnement qui est un fonctionnement de la wasta en fait. Si vous avez un contact privilégié avec un des membres des appareils de sécurité ou un autre leader politique qui est bien connecté, vous avez beaucoup plus de chances de parvenir à trouver un poste. Voilà. Donc en gros, c'est le piston. Mais le piston, on va dire dans nos sociétés, on voit ça comme quelque chose d'assez négatif. Je dirais que la wasta au Liban n'a pas cette charge. Voilà, c'est pas dépréciatif, on se réclame même, c'est presque quelque chose qu'on revendique. Andak Wasta, ça fait ça fait de vous quelqu'un d'important, voilà. Pas dans la société libanaise, ça dépend en fait comment c'est utilisé, mais ça peut aussi se revendiquer comme quelque chose il est quelqu'un d'important puisqu'il a des contacts. En France, je veux dire par rapport à un contexte français, jamais quelqu'un ne vous dirait je connais quelqu'un qui m'a aidé à quoi que ce soit. Donc après, vous avez raison, dans certains contextes, et aujourd'hui surtout, je veux dire, on est en 2022, après le soulèvement de 2019 et après toutes les mobilisations, évidemment, on a conscientisé différemment la corruption endémique, la classe politique, les intercessions. Donc ce mot, vous avez raison de le dire, prend progressivement une charge différente et peut-être que progressivement, ça va devenir quelque chose qui sera plus comment dire, oui, avec nos sociétés. Mais je dirais quand même que la manière dont on reçoit ce concept au Liban n'a quand même rien à voir avec... C'est pour ça que le traduire piston, c'est comme ça que je le traduirais, mais en même temps, je tiens à préciser voilà, qu'il y a quand même quelque chose de différent que du piston en France. Quoi. Voilà. Bon. Ouais. Alors, il y a des questions en ligne. Ouais, justement, j'allais proposer donc la question en ligne. Monsieur Bassem dit d'abord bravo pour ce travail très important. Est-ce que des études sociologiques dans d'autres quartiers, ou banlieues, ou même villes, sont en cours ou prévues en 2022 ? Alors, il y a le rapport de Carole Kerbaj qui montre très bien, mais là, on est plutôt d'un point de vue mobilisation. Et pas forcément répression. Moi, ce qui m'a intéressé dans mon travail, c'est de montrer justement la frontière très fine en fait, entre le passage de l'un à l'autre. Sur le terrain jordanien, Yazan Dougan a montré comment en fait ce profil Baltaji est extrêmement... c'est une sorte de profil limite parce que en fait, les loyalistes à la monarchie sont très vite ensuite passés dans le camp révolutionnaire. Donc c'est presque une logique inverse, mais c'est cette circulation en fait qui m'a intéressée. Donc sur le terrain jordanien, on a des travaux. Après, sur le terrain libanais, donc comme je le disais, on a ce rapport de Carole Kerbaj qui montre bien comme
à des quartiers différenciés de Beyrouth, quelles étaient les logiques. Et donc là, elle a choisi évidemment un quartier chrétien, je pense elle a travaillé sur Burj Hamoud, elle a travaillé sur plusieurs quartiers de Beyrouth, mais c'est Beyrouth essentiellement. Et les travaux sur les mobilisations ailleurs au Liban, on a des travaux, mais pas nécessairement sur ces fluctuations-là, quoi. Enfin, je vais pas lister en fait les travaux sociologiques, anthropologiques, mais si la personne veut des références de jeunes chercheurs qui travaillent sur ces questions, j'enverrai volontiers. Merci beaucoup pour votre exposé. La comparaison est peut-être difficile, mais étant donné la composition des personnes qui interviennent dans cette zone, dans le Khanda, vous dites, est-ce que il y a des influences iraniennes et est-ce que, avec ce qui se passe actuellement en Iran, parce que les polices de mœurs, c'est ce qui se passe là-bas 1000 fois, enfin, je ne m'y connais pas, hein, mais j'ai l'impression que c'est très violent en Iran, ils tuent facilement les gens. Est-ce qu'il y a des éléments de comparaison? Est-ce qu'il y a un impact? Est-ce que vous avez un ressenti après? Khanda, non, pas tellement. Alors là, il faudrait plutôt regarder pour la banlieue sud. Et ma collègue Kinda Shaib travaille sur les mobilisations du Hezbollah, parce que c'est le Hezbollah qui est très lié à l'Iran, beaucoup plus qu'Amal. Et d'ailleurs, le Hezbollah et Amal sont en conflit sur de nombreux dossiers. Donc ce tandem chiite est aussi également très fragile, quoi. Donc pour Khanda, non. Pardon, c'est un peu flou ce que je vous dis parce que je ne connais pas la situation, mais je voudrais savoir, il y a après le rôle des femmes. Mais je ne pourrais pas me prononcer sur les femmes en Iran et la protestation en Iran. C'est pas du... Est-ce qu'il n'y a aucune influence parce que c'est quand même très médiatisé? Actuellement, mais actuellement, il n'y a pas tellement de mobilisation à Beyrouth. Donc, vous avez quelque chose peut-être à dire sur la réaction. D'ailleurs, dans le monde arabe, il y a eu peu de réactions finalement mais c'est vrai que c'est intéressant de souligner par rapport... Ce que je peux juste dire, c'est qu'avec Carole, on était à Beyrouth là, il y a 15 jours, et c'est vrai que beaucoup de jeunes qu'on a rencontrés, parce qu'on était dans le cadre de séminaires à Beyrouth, on a eu beaucoup de questions de la part des étudiants pour comprendre le mouvement en Iran, c'est-à-dire qu'ils nous posaient plein de questions pour savoir quelles étaient les logiques de ce mouvement, qu'est-ce que ça pouvait donner, est-ce que ça pouvait conduire à terme à la chute du régime. Donc il y avait une interrogation de la part de ces jeunes pour essayer de mieux comprendre, parce qu'en fait on s'est aperçu qu'ils connaissaient finalement très mal le fonctionnement de la République islamique, très mal le fonctionnement, qu'ils connaissent très mal l'Iran. Vraiment, ça nous a vraiment frappé dans les questions qu'ils ont posées. Et donc ils étaient très demandeurs d'explications sur comment fonctionne l'Iran. Et du coup, quels sont les ressorts de cette mobilisation et ce à quoi ça peut conduire. Voilà, moi c'est la seule chose, mais j'ai senti un vrai intérêt en tous les cas de la part de nos interlocuteurs, que ce soit les jeunes étudiants ou des personnes qu'on a rencontrées au moment de ce séjour. Il y avait beaucoup de questions pour essayer de mieux comprendre finalement ce qui se passe. Voilà, c'est une réponse très, très limitée. C'est juste pour vous répondre, madame. En fait, j'ai l'impression que vous avez peut-être compris qu'il y a une sorte d'écho entre la révolution qui se passe aujourd'hui en Iran et ce qui s'est passé à Khanda al-Rami, avec la violence contre les mœurs au Liban, enfin quelque chose comme ça. Mais en fait, ça n'a absolument rien à voir, parce que l'étude qu'a fait Leïla, qui est très intéressante, elle est quand même concentrée sur ce quartier de Beyrouth, on l'a compris, avec 3 personnes, c'est leur avis personnel. Et donc, en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, ça a été vraiment... Parce que moi, j'étais là-bas. Donc, c'est une interprétation. Ils ont changé de version, comme quoi c'était un petit peu les mœurs rentrées dedans, les vêtements, enfin la façon de se conduire. Et en fait, là, les raisons sont bien plus complexes que ça, du retrait de la révolution. On n'a pas parlé de la répression policière, pas même de l'armée, hein, à cette période-là. Donc, en fait, il n'y a aucun lien entre la révolution de ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Pas de lien, c'est l'impact. Il y a une média les médias sont très présents, donc je me suis dit que peut-être il y avait quelque chose qui se passait.
Oui, non, oui, pas du tout. En tout cas, pas à ce moment-là. Enfin, c'est pas du tout ce qui s'est passé au Liban n'a rien à voir avec ni les mœurs, ni les habitudes, ni les. C'est parti d'une vraie révolution, d'une vraie révolte. Et après, au moment de la répression, il y a eu diverses raisons qui sont très très longues à expliquer ici, comme ça, dans un commentaire, mais qui ne sont pas liées. C'est une excuse, j'allais dire, ce qu'elle a essayé d'expliquer Leïla. C'est une des excuses qu'on a données, je ne sais pas si je me trompe Leïla, à la répression, au retrait de la révolution. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Donc voilà. Merci. Et d'ailleurs, Leïla, j'avais envie de vous poser une question qui fait suite à la question de monsieur qui était à gauche là. Pourquoi avoir choisi particulièrement ce quartier? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres quartiers, il y a beaucoup de raisons. Et je crois que monsieur aussi l'a évoqué tout à l'heure, que c'est beaucoup plus large que ça. Pourquoi avoir choisi ce quartier et particulièrement? Oui, vous avez raison, il y a d'autres quartiers. Après, dans Beyrouth, c'est quand même le quartier comme ce qui s'est... Disons que l'espace protestataire étant au centre-ville essentiellement entre Riyad el-Soloh et la place des Martyrs, l'étroitesse en fait d'un point de vue spatial explique pourquoi ce quartier a une place centrale pour toutes ces logiques de répression en fait qui sont et encore une fois c'est surtout mon entrée par la police, c'est-à-dire qu'à Khanda on a beaucoup de membres des appareils de sécurité et c'est cette porosité là qui m'a intéressée et ça c'est en entrant dans le quartier qu'on peut le comprendre parce que sans aller dans le quartier on ne peut pas le saisir en fait. On sait qu'il y a des membres de la police du Parlement et on pense qu'il y a des Baltagis par ailleurs mais on ne sait pas que ce sont les mêmes personnes. Ce ne sont pas toutes les mêmes personnes, mais en plus, pour plus de détails sur ce personnage qui est Hussein, en fait, il est chauffeur d'un membre de la police du Parlement. Donc il est quand même membre de la police du Parlement sur le plan institutionnel, mais c'est un chauffeur, parce que vous savez que la plupart des policiers et même des militaires disposent d'hommes à tout faire qui sont là en fait pour les conduire et ils utilisent d'ailleurs beaucoup d'essence parce qu'en fait ils ont beaucoup de chauffeurs et ils ont beaucoup de personnes qui sont là pour faire un peu le sale boulot, qui est quand même assez compliqué parce que quand on est chauffeur pour un lieutenant, un capitaine, on a des obligations, on peut être puni. D'ailleurs, on va régulièrement en prison. Parce que si notre patron n'est pas satisfait du travail fourni, on est régulièrement puni et les punitions, c'est des séjours en prison. Donc vous avez des prisons qui sont dédiées aux militaires, aux agents des forces de l'ordre qui font pas bien leur travail. Sur un autre commissariat où j'ai travaillé, les séjours en prison étaient très réguliers parce qu'en fait c'était un commissariat qui a ouvert sur un modèle de police de bonne conduite, donc c'est la police de proximité. Donc si vous arrivez un peu mal rasé, etc., c'est directement la prison. Et c'est 1 ou 2 jours en fonction. Mais en fait, il y en a certains qui sont pas mécontents en fait parce qu'ils se disent qu'ils vont bien dormir, ils vont bien manger, et ça va en fait parce que vous travaillez assez loin souvent de votre lieu d'exercice. Ce qui est très important, c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de policiers se plaignent parce qu'ils doivent faire énormément de routes et c'est d'abord coûteux. Bon, enfin, ça c'est pas nécessairement eux qui payent l'essence, mais c'est éprouvant en fait. Donc passer une nuit en prison finalement à Beyrouth, c'est pas si mal parce qu'on va être on est à côté. Bon, ça c'est juste pour le détail, mais lui est chauffeur. Donc ça c'est quand même un fonctionnement, je pense, propre qui est très important en fait pour comprendre aussi la faillite de cet État en fait. C'est que tout le monde souhaitait avant la dévaluation accéder en fait à ces appareils de sécurité parce que on prend sa retraite assez vite, on est payé ensuite à vie, on peut faire un prêt bancaire, se marier, acheter une maison. Donc c'est comme ça en fait que l'État libanais et là le système s'est effondré puisque vous êtes membre de la police, c'est plus $800, c'est moins de $100 et plus personne paye les salaires. Donc je voudrais juste rajouter un commentaire en fait pour revenir à ce quartier-là.
Malheureusement, la violence qui est venue à travers ces baltagiers a vraiment fait tort à ce quartier, parce que ce quartier est quand même, oui, comme vous avez dit, une composante assez importante du centre de Beyrouth, et que ces violences venues de ces chebabs, de ces jeunes-là, ont vraiment donné une mauvaise image des gens, de leurs parents, de leur famille, qui étaient vraiment partie prenante, en effet, de la révolution. Ça a démarré, pas seulement de ce quartier, mais de tous les quartiers autour, et que finalement, ils ont renversé la situation, et ils ont fait du tort à ce quartier. Parce que c'était extrêmement violent, leur participation au retrait. Enfin, je dis dans le centre-ville, c'était extrêmement violent, c'était particulièrement les chebabs de ces quartiers-là. Alors qu'au départ, et puis la rencontre entre les femmes des quartiers aussi montre la volonté de ces gens-là, la volonté des familles de ce quartier-là, de vraiment se démarquer de Nabih Berri et de la classe dirigeante. Donc ils ont essayé de faire ça. Après, la répression, elle était beaucoup plus forte et beaucoup plus sanglante, les prisons et tout ça, qui ont empêché les familles qui ont eu très très peur de se prononcer de nouveau, de redescendre pour manifester avec les autres. Et puis évidemment, la violence a pris beaucoup plus le dessus. Donc malheureusement, oui, ça a fait beaucoup beaucoup de tort. Donc je commence par lire le commentaire, puisque j'ai eu ordre de le faire. Donc c'est tout de même le quartier, donc Khan el-Khabik, d'où vient une grande partie des cadres de la police du Parlement, une des forces répressives les plus efficaces du pays. Ce que dit le commentaire. L'armée et les forces FSI jouent parfois le tampon entre les protestataires et les membres de la police du Parlement de Nabih Berri. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ce commentaire ou que je sur un commentaire. C'est ce qu'a dit. Oui. Voilà. Donc je passe à la question suivante. Comment est recruté finalement un policier? Est-ce qu'il n'y a pas une forme de miliciarisation de la police étatique, et puis il y a les hommes de main? Enfin, comment s'articule finalement? Est-ce que ça ne sert pas une forme de contre-révolution d'ailleurs, qui fait que finalement les Nibadais sont résignés, ils ne sont plus, ils n'osent plus. Et puis par d'autres moments, ils sont sur le ring, ils ont leurs propres raisons d'affronter physiquement leurs adversaires. Et là, pour le coup, il n'y avait aucun ordre en fait. C'était presque, contre les ordres, on va dire, des élites d'Amal du quartier qui, elles, souhaitaient plutôt garder le calme, que ces acteurs-là vont aller à l'affrontement et au clash. Donc pour répondre, c'est que en fait, les Abadaï deviennent miliciens, puis ensuite les miliciens... Et là, il y a un article intéressant de Nabih Berri qui montre justement qu'en fait, il y a des logiques similaires, parce qu'en fait, on est toujours, qu'on soit Abadaï ou milicien, dans des relations clientélistes, mais qu'en fait, il y a quand même un usage de la violence qui est différent. C'est-à-dire que le milicien, il est dans une logique d'affrontement lointain avec son adversaire. Il est dans une logique d'exacerbation de la violence. Alors que le Abadaï, il va à l'affrontement direct, physique, en fait. Et donc, il y a à la fois ces similitudes, mais il y a aussi des différences, puisque c'est logique de diabolisation de l'adversaire qui a pu conduire à extermination, en tout cas assassinat arbitraire, etc. pendant la guerre. C'est pas du tout ces logiques qui sont celles du Abadaï. Et la violence, vous pouvez dire c'était extrêmement violent, mais sur quelle base sur quel degré, pour certains, un acte peut être extrêmement violent, là où pour un autre, il ne serait pas violent. Hiérarchiser, en fait, la violence, c'est quand même assez compliqué. Parce que, en fait, je vous l'accorde, c'est effrayant, mais physiquement, personne n'a rien eu, en fait. Personne, c'est des coups, une gifle, il n'y a pas eu ni mort, ni de blessés graves, en fait. Encore une fois, c'est pas du tout pour excuser, mais c'est juste pour dire qu'on est dans des logiques quand même d'affrontement qui ne sont pas de l'ordre du milicien. Voilà, voilà pour répondre à votre question. Alors, une question en ligne, Bassem Snej, qui vous pose une question à M. Verdeil. Quel intérêt trouve Total à se mêler dans le cadre de l'accord signé dans le système de rétrocession des revenus de gaz entre Israël et le Liban,
ou il n'y a que des coûts à prendre? Alors, moi, je veux bien répondre après. Ah oui, d'accord. Il faudrait demander au PDG de Total. Disons que effectivement, c'est certainement une situation délicate. Il faut bien comprendre que l'accord qui a été signé donne un pouvoir assez léonin en fait aux Israéliens en fait d'accepter ou de ne pas accepter l'exploitation du gaz dans la partie dans ce réservoir en réalité. Donc ils conservent une sorte de droit de veto qui n'a pas été beaucoup évoqué par les politiciens libanais qui ont signé cet accord, mais qui de fait matérialise l'inégalité de force entre les deux parties prenantes. Donc de ce point de vue-là, effectivement, c'est pas très commode pour Total qui prend des risques, qui va faire des investissements pour trouver du gaz sans être certain, in fine, de pouvoir l'exploiter et en tout cas en devant verser une soulte aux Israéliens. Alors, pourquoi, malgré tout, sont-ils là? Alors, y a-t-il des enjeux diplomatiques et géopolitiques? La France, en tant que puissance qui veut conserver des billes au Liban, fait-elle pression sur Total pour cela? On peut peut-être le supposer, mais peut-être qu'Agnès de Valois a d'autres informations. Oui, parce qu'on en a beaucoup parlé lorsqu'on était au Liban. Il est clair que la France revendique en fait d'avoir joué un rôle important dans la dernière ligne droite permettant la signature de cet accord. Et donc on ne peut pas s'empêcher de penser qu'effectivement Total a été mise dans la boucle avec probablement, pour ne pas dire plus, une volonté de la France pour que cet accord soit signé et pour montrer que la France continue à s'intéresser au Liban. Parce qu'après les déclarations de notre président, il n'y a pas eu grand-chose. Et donc lorsque cette négociation a eu lieu, effectivement la France ne manque pas de dire qu'elle a joué un rôle effectivement très important permettant justement la signature de cet accord. Et donc il me semble que c'est pas pour rien que Total se retrouve dans la boucle. Et c'est vrai que c'est un accord qui a suscité quand même, qui de fait implique une reconnaissance implicite d'Israël par la classe politique libanaise. Et c'est quand même ça qui est quand même le plus surprenant dans cette... après le discours du Hezbollah, qui était un discours quand même très virulent à l'égard d'Israël, et de voir que finalement cet accord implique une reconnaissance, même si Nasrallah s'en défend dans les propos maintenant qu'il tient. Et donc toute la question maintenant, c'est de savoir, et pour la question qu'on se pose, qu'on sommes nombreux à nous poser, pour laquelle on a du mal à avoir une réponse, c'est pourquoi l'Iran a permis au Hezbollah finalement de signer cet accord, parce qu'on sait très bien que pour des accords de cette importance, le Hezbollah va s'en référer quand même à son parrain. Et donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi aujourd'hui l'Iran a accepté ou a laissé le Hezbollah signer cet accord. Là, il y a plusieurs hypothèses, mais sans qu'on arrive à avoir une réponse quand même claire et nette sur ce point. Et la deuxième chose, c'est comment le Hezbollah arrive à négocier ça avec sa base, puisque le discours quand même virulent du Hezbollah à l'égard d'Israël qui est tenu vis-à-vis des siens, de ses militants, il y a un changement là qui est un changement absolument radical. Alors c'est vrai que l'espoir et ce que brandissent la classe politique libanaise, c'est de dire que ça va permettre de régler toutes les questions, même si Eric l'a bien dit, tout ça ne sera pas avant 4 ou 5 ans, mais ça permet de calmer le jeu finalement, de faire passer auprès de la population libanaise le drame de la crise financière actuelle pour dire, mais vous voyez, on prend les choses en main, il va y avoir une solution à terme. Et donc je pense que c'est un moyen aussi d'essayer de calmer la contestation que l'on voit au sein de la population libanaise, qui n'en peut plus et qui en peut tous les jours un peu moins face à cette impasse financière à laquelle la population est confrontée. Donc voilà, on n'a pas répondu complètement, Bassem, à ta question, mais ce sont quelques éléments de réponse. Bonsoir. Alors ma question, c'est à propos de l'électricité. Est-ce que vous pensez qu'il y a une solution réaliste pour y remédier? Merci. Oui, alors merci pour cette question. Bon, je peux préciser que je ne suis pas électricien, ni économiste, donc voilà. Mais je vais essayer de répondre un petit peu à votre question. En fait, sur le plan technique, si vous voulez, c'est pas très dur de produire de l'électricité. Aujourd'hui, on
plus, on a effectivement les énergies renouvelables qui se développent beaucoup dans la région. Hein. J'ai cité le cas de la Jordanie qui, en quelques années, a développé une capacité de production solaire extrêmement importante. Et c'est une évolution tout à fait intéressante et positive. Et je pense que beaucoup au Liban s'en réjouissent et souhaiteraient pouvoir s'inspirer de cette solution pour combiner une forte capacité de développement solaire avec des usines à gaz, qui reste quand même une technologie aujourd'hui incontournable, ne serait-ce que pour assurer la production d'électricité pendant la nuit. Hein. La question, donc, c'est qu'il faut financer des travaux de construction de nouvelles centrales à gaz. En fait, sans doute qu'une suffirait, mais voilà, ils se disputent de savoir où est-ce qu'elle doit être. Est-ce qu'elle doit être à Tripoli, derrière la mare, à côté de Tripoli, où il y a de la place et où en fait ça ferait sens parce que ce serait au débouché du gazoduc. Faut-il que ce soit à Salata, donc chez Gebran Bassil? Faut-il que ce soit à Zahrani, chez notre ami Nabil Berri? Et vous voyez qu'on retrouve bien ces enjeux d'équilibre confessionnel sur le territoire. Donc cette dimension-là, elle est tout à fait importante. Et la question, c'est donc derrière, qui va financer ces travaux? Donc, le Liban est en banqueroute, donc c'est forcément de l'argent international qui va venir, donc de la Banque mondiale ou d'autres institutions de développement. Mais ces institutions, aujourd'hui, évidemment, mettent dans la balance le fait qu'il faut que le coût de cette électricité soit payé à EDL pour que EDL puisse financer ses travaux. Et donc ça suppose quand même d'augmenter les factures d'électricité à un moment où les Libanais sont tous appauvris. Hein. On parle de plus de 80-85% de la population qui est sous le seuil de pauvreté. Et donc c'est des choses qui sont très difficiles à accepter pour la population libanaise. Donc les politiciens libanais aussi se disent on va vraiment avoir, cette fois-ci, c'est pas la taxe WhatsApp, ça va être la protestation contre l'augmentation des factures électriques. Et donc en fait, on voit bien que le problème n'est pas un problème technique. Le problème est très clairement un problème politique de faire accepter des décisions qui ont un coût aujourd'hui incommensurable par rapport à ce qui aurait pu être fait il y a 10 ans et qui aurait été un peu plus à l'avantage de Gebran Bassil ou un peu plus à l'avantage de Hariri. Et en fait, ils se sont, pendant 10 ans, ils se sont paralysés les uns et les autres à ne pas prendre de décision pour ne pas que l'autre en bénéficie, en fait. Et aujourd'hui, les coûts à payer sont considérables par rapport à ce qu'il aurait fallu faire. J'ajouterais simplement qu'il y a une solution très simple pour qu'il y ait de l'électricité au Liban, c'est qu'il y a un État. Et en fait, c'est simplement ça. Et ce que vient de dire Eric se résume en un mot. C'est que, et comme il n'y a pas d'État, et que vous avez un système politique qui est un système politique et cette répartition du pouvoir entre les chefs communautaires et qui n'arrivent pas à se mettre d'accord pour les raisons qui viennent d'être évoquées, parce que chacun a peur que l'autre ait un peu plus et qu'il puisse profiter un peu plus. Du coup, il y a ce droit de veto réciproque qui empêche toute décision. Et donc, toutes les décisions qui ont été prises jusque-là dans le domaine de l'électricité a conduit à la faillite totale de ce système et l'incapacité pour l'État de proposer un service minimum à sa population. Et donc la seule solution, dans un premier temps, c'est un État capable de prendre une décision, et une décision qui s'applique à l'ensemble du territoire. Et la démonstration faite par Eric tout à l'heure était absolument fascinante, de voir que ces inégalités territoriales, effectivement, empêchent. Donc, et tout ça, ça revient à cette même question. Il n'y a pas d'État au Liban. Donc, il n'y a pas d'électricité. Aujourd'hui, il n'y a plus de médicaments disponibles parce qu'il n'y a plus d'argent. Les hôpitaux sont dans un état catastrophique. Il n'y a plus d'université qui fonctionne correctement. L'université libanaise ne peut plus fonctionner parce qu'elle n'a pas d'électricité et qu'il n'y a pas de salle de travail. Et donc, il y a un secteur qui était la force du Liban auparavant, qui était de former des jeunes avec des compétences particulières. Aujourd'hui, c'est en déshérence totale. Tout ça parce que vous n'avez pas d'État capable de programmer, de prendre des décisions et que ces décisions soient appliquées avec effectivement des impôts qui rentrent. Personne ne paye des impôts, personne ne paye l'électricité. Et voilà, c'est cette espèce de faillite dans laquelle est le pays aujourd'hui.
Sur la continuité de la question du refinancement du pays, est-ce que Riyad, est-ce que l'Arabie Saoudite pourrait justement profiter de cette occasion pour réinjecter un maximum de fonds dans le pays pour un peu reprendre la main sur son rival régional qu'est l'Iran? Est-ce qu'elle aurait des intérêts justement à réinvestir un maximum ici? Voilà, on en revient à cette idée du Liban comme une sorte de scène où une série d'acteurs internationaux se livrent des luttes à distance ou par l'intermédiaire de différents groupes. Et voilà, alors l'Arabie Saoudite s'est fortement retirée du Liban depuis le début en fait de la guerre en Syrie, et plus encore après 2017 et après la rupture avec Hariri et le leadership sunnite. Un leadership sunnite aujourd'hui au Liban qui est complètement éclaté. Comme ça a été dit tout à l'heure, il n'y a plus du tout d'unité dans ses rangs. Et donc, voilà, un des problèmes aussi de l'Arabie Saoudite, quelque part, c'est que ils n'ont plus de relais, d'une certaine manière. Parce qu'il suffit qu'ils aillent dans une direction pour que les potentiels concurrents sunnites de celui qui aura été choisi par l'Arabie Saoudite se dressent contre lui. Et comme il n'y a plus aujourd'hui de gens, disons, assez riches, mais aussi assez charismatiques, pour susciter une adhésion, eh bien, voilà, il n'y a plus non plus de poulain. Après, voilà, peut-être que l'Arabie Saoudite a aussi déplacé les enjeux de sa lutte contre l'Iran dans d'autres endroits. On peut penser au Yémen, on peut penser à l'Irak, et que donc cette confrontation, elle se joue aujourd'hui aussi en partie ailleurs. Et quelque part, c'est un peu le drame du Liban, c'est qu'il a perdu une forme de centralité régionale qu'il pouvait occuper. Ces tensions se sont déplacées ailleurs et il est complètement marginalisé. Et c'est aussi pour ça qu'il n'y a plus d'intérêt, qu'il n'y a plus d'argent qui arrive dans le pays, etc. Ça traduit aussi cela. En fait, ce qu'on peut ajouter également, c'est que l'Arabie Saoudite avait son relais sur place, et son relais, qui était à l'époque le mouvement de Hariri, était là pour contrer l'influence du Hezbollah. À partir du moment où les sunnites sont très affaiblis aujourd'hui au Liban, on voit bien à travers le leadership, qui est un leadership qui est très affaibli, ce leadership sunnite n'a plus les moyens de contrer, ou en tous les cas ne contre pas suffisamment l'influence du Hezbollah. Et donc l'Arabie Saoudite se dit pourquoi je vais continuer à financer une force politique au Liban qui ne remplit pas le rôle pour lequel je la finance. Et donc il y a un désintérêt effectivement aujourd'hui de l'Arabie Saoudite, même si on sait qu'elle continue à financer certains, en particulier à Tripoli, certains hommes politiques sunnites de Tripoli, mais il n'y a plus ce même intérêt parce que l'Arabie va avoir un retour sur investissement. Si elle finance une force politique au Liban, c'est pour avant tout et essentiellement contrer le Hezbollah. Si cette force politique n'est pas en mesure de remplir ce rôle, pourquoi continuerait-elle effectivement à financer? Et avec cet élément, je crois, qui est essentiel aujourd'hui, c'est qu'il y a un déplacement du centre de gravité du Proche-Orient vers le Moyen-Orient. Et qu'aujourd'hui, effectivement, l'Arabie Saoudite va contrer l'influence de l'Iran sur d'autres terrains pour lesquels elle estime qu'elle va avoir plus d'avantages, plus de retour sur investissement, parce que c'est vraiment ça, je pense, l'expression la plus adaptée, et qu'avec un MBS aujourd'hui qui est en train de recentrer finalement aussi son influence pour voir là où il a des intérêts à mener cette politique. Pardon, je peut-être suis sortie un déplacement de mon rôle de modérateur. Là, je dirais aussi peut-être un déplacement de l'Arabie Saoudite vers les leaders chrétiens au Liban. Absolument. Plutôt que sunnites. Oui, absolument. On sait que l'Arabie a financé effectivement en particulier les forces libanaises dans le cadre des dernières élections. Alors dans quelle proportion? Je pense que ça reste quand même moindre ce que ça a été auparavant, mais effectivement il y a une analyse différente de la situation en tous les cas, ou de l'intérêt pour l'Arabie à continuer à financer ce qui se passe au Liban. Et ce désintérêt est une des causes aussi de la faillite économique du Liban. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors allez-y. Bonjour. Est-ce que vous pourriez expliquer en quoi consistait la crise des déchets en 2015, s'il vous plaît? La crise des déchets en 2015, en fait, cette crise, elle a débuté en juillet 2015 à la suite de la fermeture d'une déchetterie qui était la déchetterie de Nermé et qui a occasionné tout simplement des déchets, enfin des poubelles partout dans Beyrouth. Et c'est sur en fait cette cause, on va dire environnementale au départ, que le mouvement
juillet 2015, le soulèvement s'est d'abord cristallisé et très vite, assez vite, hein, dès la fin du mois de juillet, la contestation a pris une tournure très politique et a tout de suite elle s'est tout de suite formulée contre les élites communautaires, comme ça a été le cas donc, aussi en 2019. Peut-être un complément pour revenir sur les dimensions infrastructurelles et financières également de cette crise qui peut s'analyser, même si le poids financier, le coût financier est moindre que pour l'électricité, de la même manière. C'est-à-dire que le modèle de gestion des déchets qui s'est mis en place après la guerre civile au Liban a été... et c'est une différence avec l'électricité, a été sous-traité au secteur privé, mais en l'occurrence un secteur privé très directement lié à différents secteurs de différents hommes politiques ou certains groupes politiques, notamment le mouvement du futur, mais d'autres acteurs bénéficiaient aussi, étaient aussi actionnaires ou bénéficiaient de l'entreprise privée qui ramassait les déchets. Cette entreprise privée ramassait les déchets pour un coût exorbitant. Voilà. Et ces contrats ont été prolongés sans appel d'offres pendant des années. Donc c'est aussi une source de pertes financières très importante. L'autre question qui est liée et qui renvoie d'une manière un petit peu différente à ces problèmes de répartition des équipements sur le territoire, là c'est une raison négative. Autant les hommes politiques libanais veulent attirer des centrales électriques pour tous les bénéfices qui y sont associés, à commencer par la sécurité territoriale, autant personne ne veut accueillir de décharge sur son territoire et encore moins accueillir dans cette éventuelle décharge les déchets des autres communautés. Et donc, il y a également ici une sorte d'exacerbation de l'égoïsme territorial communautaire qui est extrêmement importante. Et c'est ça qui a empêché de trouver des solutions pour modifier un petit peu, résoudre le problème de cette centrale, de cette décharge de Naamé qui était complètement saturée. L'autre problème qui est lié à ça, et on parle de la COP27 aujourd'hui et de changement des pratiques en matière d'environnement, c'est que ce blocage finalement de la situation, et en fait le très grand intérêt que trouvait la société privée à ramasser des déchets et à les stocker dans une décharge parce qu'ils étaient payés à la tonne, donc ils n'avaient certainement pas intérêt à diminuer les flux de déchets. Alors qu'une solution évidente pour qu'il y ait moins de décharges et qu'elles pèsent moins sur l'environnement des gens, c'était d'organiser un système de tri à la source pour que, du coup, on réduise considérablement, de 90%, les volumes de déchets, en organisant des filières de retraitement qui auraient pu éventuellement fournir des emplois, etc. Mais cette solution qui se met, il est vrai, difficilement en œuvre dans nos pays, n'a pas trouvé au Liban, et d'ailleurs il faut le dire aussi dans les pays voisins non plus, de mise en œuvre, et il n'y a eu aucun travail de sensibilisation à ces questions-là. Il y a seulement depuis 2015 justement quelques municipalités qui ont réussi à mettre en œuvre des programmes assez intéressants qui vont dans ce sens-là. Par exemple, la municipalité de Big Faya a mis en œuvre un système de tri à la source qui est, je dirais, encouragé et mis en œuvre, pas manu militari, parce que ce serait plutôt manu scoutri, je ne sais pas comment dire, parce que ça passe un peu par d'autres mouvements mobilisés, donc là, les scouts en l'occurrence, et les mouvements religieux, et c'est lié aussi à des formes d'organisation communautaire, mais c'est un mouvement qui a donné des résultats intéressants. La difficulté par contre de l'expérience de Big Faya, c'est que ils ont du mal à étendre la mise en œuvre de ce système, à la fois parce que l'État libanais, jusqu'en 2019 en tout cas, au lieu d'encourager ce type de système, en contraire, continuait à encourager le ramassage habituel et le déversement dans la mer des déchets. Et d'autre part, ça renvoie aussi aux divisions
propre par exemple, à cette région de Big Faya. C'est-à-dire que Big Faya a eu beaucoup de mal à travailler avec les voisins de Pterlin qui sont grecs orthodoxes, mais qui sont chrétiens. Ils appartiennent à la même union de municipalités, mais c'est surtout des orientations politiques très différentes. Et donc, on voit aussi comment, non pas simplement entre communautés, mais à l'intérieur même des communautés, les clivages politiques rendent aussi très difficile la coopération autour d'objectifs partagés. Donc, de ce point de vue-là, l'exemple des déchets, il révèle d'autres logiques que celles, enfin, elles ont un caractère similaire, mais aussi elles montrent d'autres choses que la crise de l'électricité. La dernière question. Non, je voulais revenir à l'intitulé de cette conférence, Liban en état de disparition. Donc quand j'entends tout cela et tout ce qu'on sait par ailleurs, enfin, à la fois je vous pose la question, mais malheureusement j'ai peut-être ma réponse, c'est de dire le Liban qui était un État censé être tirer sa richesse et tirer sa force et sa spécificité de la diversité des différentes de l'échange entre les différentes confessions, communautés. Est-ce que nous n'avons pas le constat là que justement ce modèle va disparaître? Et donc quelque part, ça pose la question de la disparition de l'État dans la signification que devait être le Liban. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors moi ce que je voudrais dire, c'est que un État, il traduit en fait il est organisé selon des règles institutionnelles qui traduisent des compromis politiques qui ont fait l'objet de négociations et qui ensuite ont été poursuivis au cours du temps, et notamment après la guerre civile. Donc, je ne dirais pas que la richesse du Liban, c'était de refléter la diversité des communautés. C'est peut-être sa spécificité, mais en tout cas, c'est sûrement pas ce qui a fait sa richesse. Au contraire, à mon avis, c'est plutôt le contraire. Et donc, pour faire un véritable État au Liban, il faudrait au contraire réussir à passer par-delà la représentation obligatoire et privilégiée de ces formes d'organisation politique. Et il n'y aura pas de solution sans ça. Et alors j'ajouterais qu'il y a un deuxième paramètre qui, à mon avis, touche au modèle économique, non pas de l'État libanais, mais du Liban en tant que société, dans le Moyen-Orient, mais aussi dans le monde. Et c'est une dimension qui, à mon avis, n'est pas suffisamment interrogée aujourd'hui dans les projets de réforme, c'est-à-dire le Liban comme plateforme financière avec des banques qui attirent de l'argent, avec des taux d'intérêt ahurissants, et un peu de tourisme, mais de moins en moins, parce qu'en fait le pays est devenu tellement pourri que ça ne vaut pas la peine. Ce modèle de développement économique, c'est aussi une illusion qui explique en grande partie l'échec de l'État libanais. Et donc il faut aussi réinventer un modèle économique plus, comment dirais-je, plus productif, absolument, qui valorise le territoire, des ressources locales, évidemment l'agriculture, qui valorise des compétences locales, par exemple autour de l'industrie du logiciel, que sais-je encore. Il y a beaucoup de richesses au Liban, mais qui ont été plutôt écrasées que valorisées par l'État libanais aujourd'hui. Voilà. Leïla, tu veux dire 2 mots? Non, mais je peux peut-être conclure aussi peut-être la séance, puisqu'on a beaucoup parlé de l'accord avec Israël. Moi, ce qui m'a un peu interpellée dans les médias, c'était de dire finalement c'est la première fois qu'on a un accord entre le gouvernement libanais et Israël depuis 1949. Or, en travaillant sur Khanda, j'ai aussi travaillé sur l'accord de 83, donc du 17 mai, je pense. Avril 83, est-ce que c'est le 17, est-ce que c'est le 13 qui était donc un accord déjà qui avait été signé par le gouvernement libanais et entre Israël et le gouvernement libanais, qui a été en fait ensuite remis en cause, je pense quelques mois, non, ou peut-être un an plus tard, donc en fait qui est valeur nulle, mais qui a quand même eu le mérite, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais d'exister, et qui avait déjà en fait été contesté d'abord par les mouvements de gauche, et ça s'était vraiment senti dans la rue, en fait. Justement, vous parliez tout à l'heure de cette réaction ou non-réaction des partisans du Hezbollah à ce qui est en train de se passer. Et à l'époque, alors
ces présumés Baltagi. Il y en a un notamment qui, sur sa page Facebook, relaye toujours en fait, cet accord et en fait les conséquences de cet accord dans les rues chiites, donc à Khanda et dans la banlieue sud, en disant voilà, nous sommes opposés, regardez ce qui s'est passé dans la rue, nous étions là. Donc il y a vraiment cette inscription aussi dans l'histoire et cette volonté de montrer qu'ils étaient là au bon moment, etc. Ce qui n'est pas du tout vrai, puisque en fait, quand on regarde de près, on sait que Amal n'a pas du tout contesté l'accord dès les premiers jours, puisque c'était vraiment contesté par les partis de gauche, et que c'est quelques jours après la signature que Amal s'est dit finalement on va le contester. Mais juste, c'était une manière de conclure en disant il y a quand même eu cet accord et on l'a peu entendu dans les médias. Merci beaucoup à vous deux pour vos interventions. Oui, et donc vous pouvez acheter évidemment le numéro Moyen-Orient qui est sorti donc sur le Liban, un État en voie de disparition, que vous pouvez trouver en ligne. Et c'est un numéro extrêmement riche avec beaucoup de contributions absolument passionnantes pour ceux et celles qui s'intéressent au Liban. Bonne soirée à vous.